Donc, bienvenue à cette conférence débat pain, vin, fromage, les ingrédients du terroir. Donc, je vous présente vos interlocuteurs aujourd'hui. Donc, nous avons Bartolo Calderone. Fais un coucou, Bartolo. Expert en panification naturelle. Tu ouvres en 2015 la pizzeria Caperi, puis en 2019, tu crées l'école professionnelle de pizza et de panification naturelle à Bordeaux. Tu es aujourd'hui pleinement engagé dans la valorisation des savoir-faire autour de la panification, notamment avec la création du portail Stowbread. Bienvenue Bartolo. Merci, merci Marie. Patricia Haroldi, tu es vigneronne. Tu représentes la 3e génération à vinifier au Château des Rochers, en AOC Castillon-Côte de Bordeaux. Tu pratiques l'agriculture biologique depuis 2002, la biodynamie depuis 2003. Tu organises également un marché bio au château tous les 3e dimanches du mois, de mars à décembre. C'est bien ça? C'est ça. Très bien. Christophe Ouricariet, donc consultant expert en production de fromage et fils d'éleveur. Tu es ancien directeur de la fromagerie Les Bergers de Saint-Michel au Pays Basque. Tu es aujourd'hui consultant pour les petites productions fromagères et tu milites pour la sauvegarde des traditions fromagères au lait cru et pour la sauvegarde de la race de brebis basque Manex Tête Noire avec l'association Bourou-Beltsa qui d'ailleurs Manex Tête Noire fait partie des sentinelles Slow Food. C'est ça. Très bien. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première question. Donc, quelle est, selon vous, la meilleure définition de ce que c'est que le terroir? Qui va? Qui va? Allez-y. Peut-être qu'on peut commencer par le vin, parce que c'est par le vin que la notion de terroir est peut-être la plus connue, je dirais. Quand on parle de terroir, les gens pensent souvent au vin. Pensent moins au pain et pensent moins au fromage, mais on va découvrir que ça existe aussi sur ces filières. Donc, Patricia, tu peux peut-être recommencer du coup. Qu'est-ce que c'est que le terroir pour le vin? Alors, pour moi, le terroir, ça concerne le sol, ça comprend le sol, l'environnement, la climatologie aussi quand même un peu. Voilà, en gros, ouais, c'est tout ce qui conditionne le climat de l'année, quoi, en fait. Et enfin, quoique pas que, ouais, d'une année. Après, ouais, sinon, après, je mélange avec le millésime. Mais enfin, ouais, c'est surtout le terroir, le climat, l'exposition. la main de l'homme aussi. La main de l'homme est importante. Ouais. Vous faites des choix qui impactent votre terroir. Il y a une interaction avec celui-ci. Oui. Bartolo, pour le pain, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est qu'un terroir pour le pain? C'est une bonne question. Je vous fais juste un exemple avec le pain et l'AOP du pain qu'il y a par exemple en Italie. En France, malheureusement, aucun pain pour le moment il est inscrit dans un registre AOP. Mais par exemple, il y a des pains en Italie qui sont inscrits comme le pane d'Altamura, que c'est dans les Pouilles. En fait, il y a un terroir spécifique, des variétés de blé qui sont cultivées et un cahier des charges. Donc, par exemple, un pain d'Altamura, il doit respecter un cahier des charges, notamment l'utilisation de blé cultivé dans des régions, donc dans un terroir spécifique, du blé dur, forcément, donc qui est adapté au climat et au terroir du sud de l'Italie, et avec l'utilisation, bien évidemment, du levain, etc. Donc, il y a tout un protocole et un cahier des charges fait exprès pour ce pain. Donc, quand on parle de terroir pour le pain, je pense tout de suite à des AOP, donc ça veut dire en fait des blés qui sont cultivés dans un terroir spécifique, et avec, bien évidemment, comme tu disais, la main de l'homme, donc l'utilisation du levain et tout le savoir-faire de l'homme. Mais malheureusement, dans le pain, on l'a perdu, bien évidemment, mais je pense qu'on va aborder le sujet pendant toute la réunion concernant vraiment la définition du terroir sous le pain et sur le blé, malheureusement. Je ne sais pas si ça te va, de toute façon, on a tout le temps, mais au moment, je pense qu'en parlant de pain, je pense justement à ces exemples-là de pain qui sont vraiment réglementés, entre guillemets, sous une région spécifique. Il y a un autre pain, par exemple, moi je suis sicilien, je viens de Enna, il y a un pain de Dittaino qui est pareil, en fait, il y a 90% du blé doit être des variétés spécifiques, donc une quinzaine de variétés,
Et là, vraiment, c'est génial pour toute la biodiversité dans les champs, etc. Très bien. Et Christophe, qu'est-ce que c'est que le Ouais. terroir Alors, pour toi? le terroir, donc je rejoins ce qui a été dit, hein, même dans le milieu du fromage ou des produits laitiers, mais particulièrement du fromage, on peut retrouver cette notion, mais qui est en plus assez souvent comprise par les consommateurs. Ça ne veut pas dire que, comment dire, ça veut pas dire que le produit qu'ils achètent est vraiment un produit de terroir, mais en tout cas, la communication et le marketing c'est jouer sur ces codes-là pour attirer les consommateurs aussi. La réalité d'un terroir, si on parle de fromage, ça va être pour moi hein, les hommes qui sont sur un territoire, les hommes avec un grand H, hommes, femmes, enfin, les humains, qui se sont appropriés ou qui se sont adaptés à des ressources et des particularités d'un territoire. Et c'est la combinaison, finalement la symbiose qui se crée, qui permet à ces gens-là de produire des produits alimentaires ou autres, hein, d'ailleurs, qui sont vraiment spécifiques à ce qu'ils ont su faire de leur territoire, finalement. Dans le fromage, et je vais donner un exemple comme Bartolo. Par exemple, ici au Pays Basque, mais dans d'autres régions également, mais on a une très très belle expression de ce que pourrait être le terroir fromager. C'est typiquement un fromage fermier fabriqué au lait cru à partir de brebis manège tête noire en estive. Alors ça fait beaucoup de choses, mais tout est important là-dedans parce qu'on a un fromage au lait cru. Alors ça, je reviendrai souvent là-dessus parce que l'expression du terroir dans le produit, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le lien entre une zone géographique particulière, un sol, comme disait Patricia, et le fromage. Alors c'est un peu moins évident que justement dans le vin ou que dans la farine qui fait le pain, mais il existe et ça se fait par le lait cru. Donc chaque fois que je parlerai de fromage, le sous-entendu qui va avec, c'est qu'on parle d'un fromage au lait cru. Sinon, la notion de terroir n'a pas vraiment de sens. Ensuite, dans ce que j'ai dit, il y a l'estive. L'estive sous-entend la transhumance, donc une tradition d'élevage ici des brebis, qui ont une aptitude à pouvoir transhumer et à à se nourrir à la montagne. Ça veut dire des bergers qui savent s'occuper de ces troupeaux et s'occuper de la montagne pour que ce soit profitable et aux animaux et aux bergers. Et de là, en sortir, donc transformer le lait dans ces conditions-là à la montagne pour produire un fromage qui aura récupéré toutes les qualités, comment dire, gustatives du lait des animaux nourris avec l'herbe native de la montagne, où il n'y a eu aucune intervention. C'est l'herbe nouvelle de chaque année, les fleurs. Et voilà. Et c'est là qu'on a, pour moi, la plus belle expression de ce que pourrait être un terroir dans le fromage. Le lien existe entre un sol et son produit, même dans le fromage, sous certaines conditions. Et on y reviendra sans doute pour que ça soit bien clair. Donc, on a un sol, on a un climat, en bref, on a un environnement et on va avoir un intermédiaire. Donc, cet intermédiaire, ce sera la vigne, ce sera le blé dans le cas du pain, ce sera donc l'animal dans le cas du fromage. La sélection par l'humain a privilégié certaines caractéristiques qui nous ont donné donc ces cépages, ces cultivars pour l'ensemble des végétaux, ces races pour les animaux. En quoi ces sélections sont pertinentes pour votre terroir? Donc là, vous avez parlé un peu de sol. Vraiment, si on fait un focus spécifique sur la main de l'homme, pourquoi est-ce que ces sélections ont été faites avec le temps?
Oui, Bartolo, tu veux oui, répondre? je Merci. pense que oui. Mais concernant le blé qui va produire le pain, c'est déjà une sélection des variétés qui a été faite depuis des centaines maintenant d'années, dans le sens que l'homme il a toujours sélectionné des variétés selon les conditions, bien évidemment, du terroir, du climat, le contexte. Et cette variété, entre guillemets, fait in situ, donc dans les champs, ça a toujours à guider toujours en fait les paysans. Malheureusement, plus on arrive dans nos jours, plus en fait une sélection du blé est bien faite concernant vraiment surtout la force boulangère et le rendement du blé. Dans le sens que malheureusement, on a perdu cette notion de terroir, comme tu disais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, pour sélectionner des blés selon leur force boulangère. Ça veut dire quoi? Selon en fait leur capacité à produire des pains bien gonflés, et bien, comment dire, et surtout qui peut être pétri avec toute l'industrialisation en fait, de la boulangerie, dans le sens qu'on a besoin d'une farine qui soit forte, pour avoir en fait des protéines qui forment le gluten bien stables pour faire gonfler nos pains. Et malheureusement, en fait, tout ça a guidé, entre guillemets, dans le choix de la sélection de blé. Et là, maintenant, bien évidemment, je ne veux pas faire un discours un peu manichéen entre, dans un côté, tous les blés des pays et des populations et de l'autre côté, pardon, les variétés modernes. Mais si tu parles de sélection, là maintenant, on parle vraiment d'une sélection faite pour le rendement et pour la force boulanger. Et bien évidemment, c'est des lignées pures. Donc, en fait, c'est des blés qui sont sélectionnés et qui ont toujours, entre guillemets, la même attitude par rapport à toutes les conditions climatiques, le terroir, etc., les intrants. Donc, il n'y a pas absolument aucune biodiversité dans le champ parce qu'en fait, tous les blés sont pareils. Ils vont réagir à la même manière. S'il y a quelque chose qui arrive pas, qui n'est pas, comment dire, dans le protocole, dans le cahier des charges, bon, toute la cultivation va être attaquée. Voilà. Mais si tu peux prendre un exemple positif, quel Bien exemple sûr, un exemple donnerais-tu? positif, mais déjà, le fait qu'on a sélectionné des variétés pour le rendement, ça nous permet de produire beaucoup plus de blé et bien évidemment nourrir la population. Donc, dans le sens que toutes les sélections qui sont faites, c'est des sélections faites pour, bien évidemment, aussi nous nourrir. Mais cette dérive, entre guillemets, des sélections est arrivée maintenant à une sélection pour, par exemple, de la force boulangère. C'est quelque chose, nous, qu'on fait toujours à l'école. On parle toujours de W, des forces boulangères et des sélections de blé en fonction vraiment de leur capacité à panifier. Et, un exemple pratique positif, c'est, comme je te disais, le fait qu'en fait, on a un rendement dans des terres. Donc, il y a un taux de terre, des dimensions de terre qui puisse produire en fait une quantité importante de blé. Et ça, c'est important pour nourrir vraiment la planète, c'est normal. Donc, il n'y a pas vraiment des exemples seulement négatifs. Mais si on regarde dans un autre côté, concernant la force boulangère, concernant ce qu'on est en train de perdre au niveau de biodiversité, là, en fait, il faut rentrer dans le discours un peu plus en détail. D'accord. Et Patricia, tu pourrais peut-être répondre aussi à cette question. En quoi est-ce que les cépages, puisque tu as un vignoble, donc en quoi les cépages qui sont présents dans ton vignoble sont particulièrement adaptés au terroir? En quoi? Donc, il y a eu tout un travail de sélection qui a été fait à un moment donné. Maintenant, je pense qu'on a fragilisé tous ces plans. Par contre, par la sélection clonale, plutôt que passer par la massale. Et du coup, qu'est-ce qu'on a recherché? Oui, toujours on a recherché les critères de qualité, de rendement plus ou moins. C'est plus par les porte-greffes. Mais ouais, je ne sais pas trop quoi dire de plus précisément. En quoi est-ce que le merlot est particulièrement adapté au terroir de la rive droite, par exemple? Ça, je ne sais pas trop te préciser en fait. Là, l'aspect hyper technique là-dessus, en quoi il est. À mon avis, c'est empirique, ça s'est fait. Mais bon, on se rend compte quand même qu'avec le changement climatique, il commence à être peut-être à poser quelques problèmes, quoi. Avec des forts degrés. Mais bon, c'est
ouais, D'accord. encore, ça se discute un peu. Mhm. Et Christophe, tu pourrais peut-être aussi répondre à cette question, mais avec peut-être justement une petite notion supplémentaire, puisque tu t'intéresses beaucoup donc à la sauvegarde de races anciennes. Donc tu pourrais Ouais. peut-être nous parler un peu plus de la brebis euh, Manx tête noire. Manège tête noire, ouais. En quoi Alors, est-ce que cette race de brebis est particulièrement adaptée à son terroir et pourquoi c'est important de la sauvegarder? mais en fait, ça va rejoindre ce que disait Bertolo dans le blé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de parallèles entre le vin, le pain et le lait et le fromage. On retrouve à peu près partout les mêmes causes, conséquences, les mêmes raisonnements. Par rapport à l'élevage, donc l'élevage des brebis notamment, euh, euh, ici, historiquement, on est un pays de bergers. On ne sait même plus exactement à quelle année remontent en fait les dernières traces il y a eu des gens qui vivaient de l'élevage de leurs brebis, pas que, mais en tout cas qui était une particularité du Pays Basque, euh, avec des bergers qui pouvaient, alors, qui ont pu s'installer, attention, faudrait se remettre il y a quelques siècles, qui ont trouvé ici des conditions favorables à l'élevage de la brebis. Alors, est-ce que la brebis était là avant les bergers? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il s'est créé cette espèce voilà, de combinaison où l'animal, dans ce cas-là, la brebis Manège tête noire, qui avait les aptitudes physiologiques à pouvoir vivre en montagne. Donc l'animal a permis à des humains de s'installer dans une zone et de profiter complètement du territoire, plaine, montagne, etc. Donc c'est cette combinaison qui a bien fonctionné. Et la seule façon qu'elle puisse fonctionner, c'est d'avoir des animaux qui ont ces aptitudes-là, physiologiques. J'insiste, c'est-à-dire que c'est des caractéristiques propres à la race qui lui permettent de passer plusieurs mois à la montagne, l'été. L'été maintenant, mais à l'époque, honnêtement, ça devait être l'été, le printemps, l'automne, à faire à peu près tout ce qu'il pouvait. Sans mourir, tout simplement, sans mourir de faim, sans dépérir, parce que évidemment, vous avez des années où il y a, on va dire, l'herbe est abondante en montagne, et tant mieux. Des années, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc, il faut avoir vraiment une race qui est capable de profiter de conditions pas forcément confortables, qui est capable aussi physiquement de faire des parcours de dizaines de kilomètres pour rejoindre les estives, etc. etc. Donc, les aptitudes de la race, alors ici, comme ailleurs, hein, les éleveurs ont toujours sélectionné petit à petit, par le renouvellement naturel de leur troupeau, les brebis aptes comment dire, à fonctionner sur ce schéma-là. Elles vont faire du lait, d'accord, mais je peux aussi les amener à la montagne pour libérer le peu de surface qu'il y avait en plaine, faire les fourrages et repartir ensuite sur l'hiver. Ce qui s'est passé, c'est un peu ce que disait Bartolo dans la production laitière, c'est que ces derniers 20-30 ans, ou 40 même, hein, la production laitière s'est nettement intensifiée avec globalement l'industrialisation de toute la filière laitière. Et à ce jeu-là, l'agriculture, les modèles agricoles, les modèles d'élevage se sont intensifiés au profit de races, du coup, très productives et de schémas d'élevage intensifs, donc la plupart du temps en bâtiment, peu de pâture, plus de transhumance. Donc plus de lien avec le terroir. Plus de lien Peu, avec le en tout cas, terroir. moins, Oui, voire oui. peu du tout de lien avec le Alors, terroir. oui, très peu. Très peu. Et puis en plus, si derrière le lait qui est produit là est pasteurisé, bon là, du coup, on est hors sol. Enfin, quand je dis hors sol, c'est hors territoire, hors terroir. Voilà. C'est-à-dire D'accord. que cette façon de produire peut être faite ici comme ailleurs, etc. C'est valable en vache, en chèvre, en brebis. On retrouve partout les mêmes raisonnements, positifs et négatifs d'ailleurs.
La race manège tête noire a aujourd'hui encore les aptitudes pour pouvoir transhumer et faire vivre les bergers comme ça a toujours été. Alors, il a la difficulté parce que le rouleau compresseur du modèle économique laitier fait pas dans le détail. Et donc, l'association Boulou Belsa, que j'accompagne dans cette démarche, ça fait un peu plus d'un an qu'on réfléchit fortement le sujet. L'association est née en 2010, donc ça fait déjà 10 ans. Moi, je les accompagne depuis un peu plus d'un an pour repenser, pour redonner un second souffle à la race et à la transhumance. Et à la transhumance, parce que finalement, les deux étant liés, les deux sont en difficulté. Voilà. Donc, la sélection peut être positive. Moi, à mon avis, une sélection positive, c'est celle qui renforce le lien. C'est celle qui renforce le lien justement au terroir. Et c'est celle qui renforce la résilience des fermes. À partir du moment où on sélectionne et qu'on s'éloigne de ça, on fragilise les fermes, on fragilise l'agriculture. On s'éloigne des terroirs, justement. Donc, vous avez tous un peu parlé de problèmes quant au patrimoine génétique, à la conservation, la sauvegarde du patrimoine génétique. Qu'est-ce que ça a comme conséquence si on n'a plus de race manège-tête noire, si on n'a plus ces variétés de blé spécifiques aux régions, adaptées au climat, qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être Bartolo, tu veux en dire un mot? Oui, mais c'est ce problème, entre guillemets, de la perte de la biodiversité et surtout le fait qu'il y a cette uniformité, non, et optimisation dans les champs des blés. Dans le sens que maintenant, en fait, comme je disais tout à l'heure, on a réussi à avoir des épis de blé qui ont la même hauteur. Bien évidemment, c'est des avantages parce que des avantages dans un côté. De l'autre côté, on a, comment dire, que peu de variétés de blé qui sont cultivées dans le terroir français, mais je te parle, en fait, c'est un discours qu'on peut faire au niveau général. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment 5-6 variétés de blé qui sont cultivées majorité en France seulement. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait l'utilisation des intrants et forcément l'optimisation dans les cultures intensives, parce que c'était ça un peu le but. Et on a perdu complètement toutes les variétés de blé qui avant étaient, selon la sélection massale, etc., étaient sélectionnées vraiment en fonction du terroir de chacun, selon le climat, etc. Bien évidemment, maintenant, quand on a toutes ces variétés, ces lignées pures qui sont obtenues non, pour autofécondation, entre guillemets, mais ils réagissent à la même manière devant un problème, au niveau climatique, au niveau pathogène, entre guillemets. Là, on est vraiment... C'est d'actualité. Et donc, c'est des systèmes de culture qui sont déjà donnés. Et malheureusement, si on continue comme ça, ben, on n'a déjà pas beaucoup de variétés. Déjà, en fait, les variétés qui sont cultivées, ils ont quand même, comment dire, génétiquement sont pareilles, entre guillemets, parce que bon, la sélection est faite pour production dans un côté et rendement, donc dans un côté et force boulangère de l'autre côté. Et si on n'a pas cette différenciation, on a des terres qui sont de plus en plus pauvres. Donc, il y en a, comment dire, là, on rentre dans un débat qu'on connaît tout le monde parce qu'on est là. Et surtout, on imagine maintenant avec le chauffement climatique, etc., ben, ce qui va se passer, dans le sens que nous, par exemple, en Sicile, on a des blés durs qui peuvent résister à des températures et des périodes de forte chaleur. Ben, ça va arriver bien évidemment aussi dans des zones de la France, etc. Donc, en fait, on doit adapter bien évidemment les cultures. Mais là, on est face en fait à des lignes pures qui sont bien évidemment qui réagissent toujours de la même manière. Et je parle juste du pain, bien évidemment, qui donne du pain qui est entre guillemets un peu avec un goût rassurant parce que c'est toujours le même. C'est vraiment ce problème entre guillemets de la mondialisation entre guillemets du goût, de l'homogénéisation du goût. Je ne vous parle même pas du levain, etc. en ce moment, mais voilà, ça c'est un peu le corps, je pense, du débat. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, sur ces lignées pures, cette homogénéisation, Patricia, tu peux peut-être nous en dire plus. Tu as glissé un mot tout à l'heure sur tout ce qui était clone versus sélection massale. Tu peux peut-être essayer d'expliquer un petit peu le concept? Le concept, c'est qu'on nous a amené des individus par cépage qui sont un peu uniques
là, comme disait Barthelot, il y a plus de diversité qu'on retrouvait dans la sélection massale. Et du coup, là, nous, on est en train de vivre la dégénérescence de la vigne, en fait, à cause de cette sélection qui est... Donc, cette sélection clonale, donc c'est qu'on vous amène un individu qui a été reproduit Ouais, à l'infini, c'est ça? Et donc, vous avez là, par exemple, dans ton vignoble, parce qu'il peut y avoir plusieurs clones par cépage, hein, je précise. Tu as oui. combien de clones, par exemple, pour ton merlot? Mais moi, j'en ai pas beaucoup. Et encore, moi, ce que j'essaye, c'est quand dans une plantation, je demande au pépiniériste qu'il m'en mette plusieurs. Mais même lui, dans son esprit, il trouve que c'est pas bien, quoi. Parce qu'il faudrait, il considère que il faut un seul type de clone pour être sûr d'avoir une même maturité. Et alors il semblerait que c'est pas. Même si on met de la diversité, il y a un effet d'équilibrage qui se fait entre toutes les plantes et je pense que c'est une approche qui n'est pas juste, quoi. Donc, ça veut dire en fait que toutes tes vignes vont fleurir en même temps. Ben, c'est l'idée de ce Voilà. principe de la sélection clonale, c'est d'avoir quelque chose de complètement uniforme. Et à la base, donc, c'était pour faciliter les traitements, je suppose. ouais, c'est pour des problèmes de maturité. C'est vrai que moi, j'ai une parcelle où sur une même parcelle, j'ai une partie avec des rangs de Cabernet Franc et l'autre avec des rangs de Merlot. Mais c'est vrai que je me rappelle qu'on a eu une parcelle que mon père avait achetée où ben là, il y avait des mélanges, mais c'était des vieilles parcelles, ça. Et, mais c'est vrai que ouais, moi, je pense que c'est vraiment des erreurs qu'on fait maintenant à ce niveau-là. Du coup, ouais, qu'on perd en biodiversité aussi. Et même en qualité, je pense aussi. On perd en biodiversité alors là, dans ton cas, du coup, pour le matériel végétal, mais c'est la même chose pour les races animales. Oui, pour toute la... Donc, en fait, ce sont ces sélections qui se sont bien adaptées à leur environnement, mais qu'en est-il de leur environnement? C'est-à-dire, quelle est l'importance de la biodiversité? Et là, je parle animal, végétal, micro-organismes, donc au champ, au vignoble ou au pré, dans les sols, sur les sols, dans les environs, aux alentours des parcelles cultivées. Quelle est l'importance de cette biodiversité? C'est peut-être plus compréhensible par le biais justement du lait, parce que l'animal va brouter, donc va consommer en tout cas une partie de cette biodiversité, de ces plantes, de la diversité de ces plantes, et ça va se retrouver dans le goût du lait. Christophe, tu peux peut-être nous en parler un peu plus? Oui, oui. Alors du coup, on peut parler de biodiversité alors végétale du coup, parce que effectivement les animaux se nourrissent, sont herbivores. Donc la diversité des prairies est très importante, et la diversité de l'alimentation en général, mais comment dire, acheter de l'aliment hors ferme, bon, là pour le coup, on rentre plutôt dans la standardisation du lait, si la diversité elle va s'exprimer par la diversité des prairies et des pâturages. Et encore une fois, encore plus quand il y a une pratique de transhumance avec la montagne. Sachant que sur les prairies, hein, on peut avoir aussi une standardisation des pratiques culturales des prairies, avec des prairies qui sont ressemées en permanence avec une seule variété d'herbes qui repoussent très vite, etc. Ou alors on peut avoir des prairies permanentes qu'on laisse avoir de l'herbe évidemment et toute une X variété d'espèces végétales qui vont être profitables alors à l'animal comme effectivement au goût du lait. Ça c'est très important. Et on rajoute là-dessus la diversité des espèces des animaux d'élevage parce que dans le lait, et notamment dans le lait de vache, c'est celui qui est le plus connu, c'est la Holstein, qui est une race un peu hybride qui a pris le dessus sur quasiment toutes les autres pour produire du lait en très grande quantité. Alors par contre, aller demander à une Holstein de faire les alpages en Haute-Savoie ou dans le Jura, bon, c'est même pas la peine. Donc là-bas, par exemple, ils se sont battus très très fort il y a 40-50 ans pour maintenir les tarines, les abondances, qui sont des races de vaches rustiques,
où on a les mêmes enjeux qu'ici, c'est-à-dire réussir à vivre avec la montagne par les races. Donc là encore une fois, on peut se servir de la diversité, comment dire, et elle a des atouts très bénéfiques, très importants, surtout pour l'avenir. Donc là, je rejoins ce qui a été dit par Patricia et Bartolo. Ce qui me, juste pour parler un peu là, du contexte global de tout ça, en fait, les terroirs, enfin, comment ils étaient, où on est, où on va aller finalement, parce que les terroirs, ils étaient, enfin, l'idée en tout cas était complètement naturelle il y a 100 ans, quoi. Jusqu'à il y a 100 ans, bon, je veux dire, c'était comme ça parce que les déplacements et la mobilité étaient extrêmement réduites et l'énergie globalement était réduite. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vivre là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et on est dans une espèce de bulle où on arrive à s'extraire des contraintes naturelles finalement. Et on peut imaginer effectivement des clones de cépages, on peut imaginer une variété de blé qui n'a rien à faire là, mais qui vit parce qu'on amende le sol avec je ne sais pas combien d'intrants dans tous les sens. Et on peut imaginer un élevage avec une race qui n'est pas du tout à son territoire, adaptée à son territoire, ni relief ni climat, mais parce que finalement elle est élevée en bâtiment, avec de l'aliment acheté en camion, et en fait comment dire, on truque le système, en fait on le déconnecte de sa réalité géographique, je veux dire, et de ses conditions, et on arrive à faire de l'agriculture comme ça. Ce qui va être compliqué, c'est quand ça va repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on va rentrer très prochainement dans un monde à énergie contrainte, où là, en fait, il faut absolument qu'on se rappelle ce qu'on était capable de faire il y a 40 ou 50 ans pour préparer les années qui viennent. Et ça va être très très compliqué, hein. Ça va être très très compliqué alors, il faut absolument retrouver les pratiques comment dire, les espèces végétales adaptées, les savoir-faire qui permettent de les cultiver. Il faut avoir Pareil pour les... gardé ce patrimoine vivant Ah ouais, ça c'est au fondamental. Je maximum. sais pas si vous travaillez là-dessus. Il faut les savoir-faire de nos anciens, parce que alors, ça va être très compliqué, parce que nous, on est une génération, alors on les a connus. Moi, mes parents étaient éleveurs, mes grands-parents évidemment. Enfin, on est tous encore dans une génération où on est lié au monde agricole. À peu de choses près, il y a un parent pas loin. Ceux qui sont en train de grandir en ce moment-là, c'est déjà beaucoup moins vrai. C'est déjà beaucoup moins vrai. Et alors ils apprendront peut-être à l'école et puis par tout le travail associatif qui se fait, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Nous, un peu la dernière génération où on peut se rappeler de nos grands-parents, comment ils faisaient le jardin et comment ils élevaient les animaux ou ils plantaient le blé. Je sais pas. Ça va être délicat cette histoire. Oui, encore, on l'a peut-être plus ou moins bien assimilé. Oui, mais voilà. Mais en tout cas, on sait que ça existait. Hein, d'accord? Pour moi, c'est hyper important. Ça. On l'a vu, ça. On l'a vu. Quasiment tout le monde de notre génération l'a vu en étant petit, quelque part. Pour ceux qui sont en train de naître maintenant, ceux qui ont 20 ans, etc., ça va être très abstrait cette histoire. Ça va être très très abstrait. Et ces savoir-faire-là, c'est des savoir-faire, c'est des décennies et des siècles d'accumulation d'expérience, de partage d'expérience. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Il va falloir revenir à resélectionner, retrouver la résilience. Mais la science ne fait pas tout, même pour ça, malheureusement. Il va falloir que... Ouais. Et vas-y Bartolo, tu voulais Non, dire juste, quelque chose? oui, pour ajouter juste, tu parlais du danger, pourquoi ce danger peut-être de la chute de la biodiversité. C'est juste vraiment qu'avant, c'était vraiment une adaptation en continu, dans le sens, en fait, quand les paysans, en fait, ils C'est ça. sélectionnent le blé, etc., c'est cette adaptation en continu. Maintenant, avec, je parle notamment du blé avec les lignes pures, ben, en fait, il n'y a pas cette adaptation continue parce que c'est un contexte qui est déjà donné, c'est des sélections qui sont déjà, donc des variétés, pardon, qui sont déjà sélectionnées pour réagir toujours à la même manière. Et là, maintenant, dans un contexte de forte perturbation, au moment où que nous vivons avec chauffement climatique et autres, ben là, en fait, quand il n'y a pas de biodiversité dans le champ, ben,
vraiment, c'est un danger. Et cette stratégie réductionniste, entre guillemets, donc de sélectionner seulement pas beaucoup de variétés, ben, là, c'est vraiment un danger parce qu'il n'y a pas une adaptation en continu selon en fait les variations forcément qui existent dans l'environnement, dans notre planète. Donc, c'est vraiment un grand danger. Après, bien évidemment, il y a des cas, des parcelles qui sont cultivées avec des blés des populations. Heureusement, il y a vraiment un effort incroyable dans des boulangers paysans, etc., qui, bien évidemment, il faut valoriser, comme le disait aussi Christophe, avec tout le savoir-faire qu'il y a derrière. Mais je pense que c'est vraiment une question... Pardon. Et justement, ce savoir-faire, Bartolo, puisque toi, c'est une question qui te tient particulièrement à cœur, en quoi c'est important la transmission des savoir-faire autour de la panification? Parce que là, on a parlé du blé jusqu'à présent, on a assez peu parlé du pain en lui-même. Absolument. Non, non, mais c'est ça. En fait, quand on pense juste à un programme de CAP boulangerie, ben, en fait, on travaille avec des farines qui sont bien standardisées, qui on connaît très bien. On connaît le W, donc la force boulangère. On connaît toutes les techniques, les caractéristiques de cette farine. Et malheureusement, on a Qu'est-ce que tu perdu... entends par standardisé? Standardisé, ça veut dire que je prends un sac de farine aujourd'hui et ça va être le même sac de farine avec la même farine dans 2 ans. Dans le sens, en fait, qu'on a réussi, comme, entre guillemets, le vin plus ou moins, à d'avoir, en fait, des paramètres qui sont toujours les mêmes. Donc, je parle des paramètres qui influencent la fermentation, etc., la force boulangère, la capacité, les activités amylasiques, etc. Donc, tout ce qu'il y a derrière, tout est bien standardisé. Pourquoi? Pour assurer, bien évidemment, des processus de fabrication entre guillemets, rassurant. Mais en tout ça, on a perdu complètement le savoir-faire. Moi, tous les jours avec l'école, on essaie de panifier vraiment des farines qui sont considérées vraiment même pas panifiables parce qu'ils ont un W qui est très bas, ça veut dire en fait une force boulangère qui n'est pas importante, donc ça veut dire un gluten qui n'est pas donc, très, très tenace et qui permet d'avoir des pains qui ressemblent à des panettones. Mais on peut réussir à panifier l'impanifiable. C'est ça le but. Parce que sinon, si on a un boulanger qui sait travailler que des farines, on connaît toutes les caractéristiques de cette farine, toujours les mêmes, qui réagit et surtout qui peut être pétri avec une violence mécanique, etc. Là, en fait, quand on se retrouve avec des blés de population, des variantes, des blés des pays, etc., et on demande à un boulanger, un nouveau boulanger qui passe le CAP en boulangerie, de travailler ça au levain, par exemple, mais là, il est perdu parce qu'il n'a pas, en fait, son sac de mix de farine est déjà prêt à l'emploi. C'est ça, on peut répondre le savoir-faire comme on faisait autrefois. Je ne veux pas avoir un regard romantique sur ça. Bien évidemment, je l'ai, mais c'est vraiment se répondre, en fait, tout le savoir-faire de la panification avec vraiment des blés des populations, dans le sens des blés qui ne sont pas sélectionnés forcément pour leur force boulangère, mais pardon, pour le goût, je pense vraiment à plein de pains qu'on a perdus en France, qui étaient vraiment réalisés avec des farines propres du terroir. En Italie, heureusement, on essaie de le sauvegarder avec des AOP dans le pain. Je pense que c'est quelque chose qui manque en France. Vraiment, je pense à Bordeaux. Nous, on est à Bordeaux, à la couronne bordelaise, et ce pain qui est tellement scénographique et que malheureusement, en fait, il y a le rouge de Bordeaux comme variété de blé, etc. Mais ça ne suffit pas, vraiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre dans les discours et dans les débats, en fait, tous les jours quand on va acheter du pain et quand on pense, en fait, à tout le travail qu'il y a derrière. Et après, je pense que le levain, c'est un autre sujet. Je pense tout les processus mais c'est un peu la même chose avec le vin, je pense. Non, nous, malheureusement, on a oublié. Pardon, j'ai juste dit ça par rapport au vin parce que c'est vrai que moi, je suis à Bordeaux. On a toute une cérémonie de dégustation de vin qu'on a perdu pour le pain. Donc, dans l'Eucharistie gastronomique, on a le pain et le vin. Le vin, il est bien évidemment, il y a tout un protocole, un rituel, dégustation, assemblage, jeûner, etc. Et tout ça, on l'a perdu pour le pain. En fait, je pense que déjà déguster le pain, connaître en fait la matière première, la farine, comment elle est réalisée, issue de mouture, quelle variété. On ne peut pas connaître toutes les variétés si c'est des blés de population. C'est génial parce que c'est des blés qui poussent en fait avec cette sélection naturelle. Mais tout ça, je pense que le consommateur, le client, tout le monde doit connaître. Voilà. Mais ça, c'est le travail que je pense aussi cette conférence et ce débat, c'est un peu le but. Très bien. Patricia, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'importance de la biodiversité dans les sols? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé et je pense que tu as sûrement des choses à dire au niveau du vignoble sur l'importance du sol, d'avoir un sol vivant.
Ouais, mais enfin, moi, je vais parler de ma pratique, hein, Mhm. plus que l'aspect technique. En technique, je suis pas très. Mais en tout cas, c'est clair que moi, je suis dans une démarche de mettre des engrais verts, de ramener, de laisser l'enherbement naturel aussi. Euh, ouais, l'idée, c'est d'éviter de laisser le sol nu aussi. Euh, Ouais, la diversité, moi, pour moi, ouais, ça permet aussi de donner un lieu refuge pour tous les micro-organismes et autres, quoi. Enfin, donc, Et en quoi ça a de l'importance? En quoi ça impacte ton vin? Selon ton expérience sur ton vignoble, bien sûr. euh, moi, en fait, la biodiversité permet de créer des équilibres. Et actuellement, c'est vrai que d'être dans quelque chose de trop monotype, ouais, on crée des déséquilibres parce que tout a une interaction et donc il y a besoin que la vigne elle soit en lien. Autrefois, on avait des arbres fruitiers dans les vignes, ça avait sa raison d'être. Alors oui, après on a justifié que les racines elles étaient sujettes à héberger, je ne sais plus, un nématode qui devenait gênant pour la vigne, mais malgré tout, cette présence d'arbres fruitiers, je pense que ça amenait de la diversité, justement, et ça créait un équilibre. La vigne, elle a ce côté, c'est une liane, et normalement, naturellement, on la trouve à l'orée des bois. Ah, ça coupe un petit peu. On reviendra du coup à la question avec Patricia tout à l'heure. Bartolo, je voulais te poser la question aussi de la biodiversité, mais plus au niveau du grain pour le coup. Et là, on va parler peut-être un peu plus des levains et du processus de panification. Est-ce que c'est important d'avoir une micro-biodiversité, si je puis m'exprimer ainsi, sur le blé? Est-ce que ça va impacter la panification? Et oui, je pense que ça va être le cas aussi pour Christophe et pour Patricia, c'est Oui, bien normal. sûr, il y a beaucoup de Dans grains. surtout quand, ben, oui, quand tu penses aussi à une panification au levain, ben, le levain, c'est juste de l'eau et de la farine qui est fermentée. Donc, en fait, nous, on nourrit le levain tous les jours, on le rafraîchit avec une farine qui contient déjà des levures endogènes, etc. Donc, il y a tout dedans, en fait, qui se passe dans un blé, dans un grain de blé. Et si tu penses, en fait, qu'on peut le garder, on le conserver des dizaines et dizaines d'années et après, en fait, déclencher une germination tout de suite, toute la puissance qu'il y a dedans, c'est incroyable. Donc, quand on panifie, on n'a même pas besoin, comme on faisait déjà de toute façon avant, on n'a même pas besoin d'utiliser de la levure boulangère. Donc, la Saccharomyces cerevisiae, donc une levure qui était sélectionnée, parce qu'en fait, tout est déjà en fait dans la farine et dans l'eau, non? Qu'on va tout de suite déclencher tout un mécanisme vital et biologique. Et tout ça, bien évidemment, quand on utilise une farine qui n'est pas lessivée, mais qui a du goût et qui est vraiment différenciée par rapport en fait à cette homogénéisation du goût de la farine. Et je ne te parle même pas de la mouture, je ne veux pas rentrer dedans avec des farines hyper blanches et raffinées, mais vraiment l'utilisation déjà des farines semi-complètes au moulin à la molle de pierre. Mais là, tu amènes dans un levain, dans un pain au levain, un surplus de goût. Et je ne parle pas de tout les avantages, etc., d'une panification levain avec la prédigestion du gluten, avec l'activation, bien évidemment, la destruction des protéines comme le gluten grâce à des enzymes, etc. Là, on rentre dans le spécifique, mais c'est absolument essentiel, vraiment, diversifier au maximum la cultivation du blé et toutes les variétés de blé. Mais par contre, il faut, à côté de ça, le savoir-faire, dans le sens en fait que si le meunier, pardon, l'agriculteur, après le meunier, donc toute la filière, si à la fin de cette filière, le boulanger, il ne veut pas une farine qui ne donne pas des pains comme des panettone, mais là, il y a un problème. Donc, il faut vraiment revenir au savoir-faire, dire, bon, non, on peut panifier une farine qui a un W de 50, de 60, et pas de 250, donc 4 fois plus, parce qu'en fait, on a un pain qui est excellent aussi. Mais là, en fait, il y a tout un travail derrière à faire encore sur l'éducation du goût, etc., que je pense que si le mouvement Slow Food, il fait depuis des trentaines d'années, 40 ans, quoi. Donc,
Mais c'est vraiment une clé essentielle aussi, le savoir-faire et le travail en fait de planification, apprendre un peu les méthodes, pas d'autrefois seulement, mais vraiment comment on peut travailler une matière vivante comme le levain ou comme un blé qui n'est pas sélectionné pour la force boulangère. D'accord. Ouais, je ne sais pas si, pardon. Très bien, merci. Donc, bon, Patricia n'est toujours pas de retour. On va passer à la prochaine question. Est-ce que vous avez une dernière question? Est-ce que vous avez... est-ce qu'il y a des intrants qui peuvent gommer le goût du terroir? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de tout ce qui fait le terroir, donc l'environnement, le sol, le climat, etc., les cépages, les races. Mais qu'est-ce qui peut venir gâcher tout ça? Qu'est-ce qui peut venir gommer ce terroir? Comment effacer le terroir? Christophe, tu veux Ouais, peut-être en glisser un mot? ouais, alors ça va être, on a déjà beaucoup parlé de pratiques, on va Oui, de dire, pratique hors sol, effectivement. d'élevage en fait qui atténuent, voilà, et il y en a une qui vraiment dans le milieu laitier en général, mais fromager, qui gomme le terroir, j'aime bien cette expression, c'est la pasteurisation. La pasteurisation du lait détruit quasiment toute la flore native, la flore bactérienne, levure, moisissure, tout ce qu'on aurait récupéré en fait de l'environnement de l'animal et de la traite est détruit à ce moment-là. Et donc derrière, en fait, on réensemence et donc des ferments lactiques, des ferments d'affinage, des ferments d'un peu de tout pour avoir la couleur, tout ce qu'on veut. On sait tout faire. Et donc ça fait des fromages qui sont monotones, standardisés, qui marchent bien, qui répondent bien aux attentes des consommateurs aussi, hein, il ne faut pas se le cacher. Mais alors effectivement, là pour le coup, cette pratique-là, particulièrement la pasteurisation ou la thermisation, enfin un traitement thermique quel qu'il soit du lait, gomme le terroir, clairement. C'est pour ça que je disais au préalable au début, moi je veux bien qu'on parle de fromage de terroir à partir du moment où ils sont au lait cru. Si c'est pas au lait cru, honnêtement, le concept disparaît, quoi, clairement. D'accord. Et Bartholo? Oui, mais c'est comme la pasteurisation, on parlait, c'est la mouture en fait, je pense, dans le sens qu'en fait, dans l'intérêt, entre guillemets, d'un blé et d'une farine, ben, c'est dans la partie un peu extérieure. C'est la partie, malheureusement, heureusement, qui est plus soumise, par contre, à les intrants, à tous les pesticides. Donc, quand on a du pain semi-complet ou complet, donc réalisé avec de la farine complète, donc il faut vraiment faire attention parce qu'il y a tous les pesticides qui vont dedans aussi. Mais nous, on a gommé, entre guillemets, ça parce qu'on utilise des farines, malheureusement, qui sont très, très raffinées. Ça veut dire quoi? C'est des T45, T55, donc des farines très blanches. Donc, on enlève toute la partie extérieure du blé, toute l'enveloppe, aussi le germe, etc. Toutes les valeurs nutritionnelles les plus intéressantes pour se concentrer seulement sur l'amidon et sur les protéines qui forment le gluten, pour avoir, bon, comme résultat, c'est... Pardon. Et donc cette partie en fait qui forme la farine C'est blanche, donc un peu c'est lessivé, quoi. Le goût, en fait, voilà. c'est comme elle disait, c'est un goût absolument lessivé. C'est pour ça que c'est extraordinaire de l'utiliser pour la pâtisserie. Mais là, c'est autre chose. Dans le sens, en fait, quand on réalise un panettone, on joue sur les textures, on joue sur le sucre, etc. Donc, mais pour un pain, que c'est vraiment l'aliment base, où il y a de l'eau et de la farine et un peu de sel, là, l'utilisation d'une farine, comme pour une baguette ordinaire T55, je préfère ne pas manger une baguette ordinaire blanche. C'est pour ça que, en 1993, la France a adopté le décret du pain des traditions françaises pour au moins militer pour une utilisation d'une farine qui est une T65. Ça veut dire quand même entre les deux, ce n'est pas une T80, mais ce n'est pas non plus une T45, T55 pour, comment dire, sauvegarder aussi le goût du pain qui n'est pas le goût du sel, bien évidemment. Parce qu'en fait, quand on prend juste la partie centrale, on n'a pas de goût. On a vraiment que protéines et amidon qui forment notre gluten. Oui, on travaille avec la texture, on peut jouer, on peut faire des acrobaties de panification, mais au niveau du pain, de l'élément vraiment nourricier, vraiment du pain, ou avec les fibres, avec toutes les germes, avec ce qu'on on a besoin, et comme c'était avant, vraiment, mais là, on a tout perdu. Donc, tu peux utiliser, le pain, il a toujours le même goût, un goût rassurant peut-être, pas cuit, bien évidemment, comme ça, on a économisé aussi du temps dans le fournil, donc c'est de l'argent en plus. Donc, on passe le message que c'est mieux le pain moins cuit et c'est
moi, je suis un peu contre le pain pas cuit. Ça, tu le sais très bien. Donc, non Le pain seulement doit tu parles de techniques permettant de gommer le terroir, donc en utilisant principalement de la farine blanche, mais en plus, tu parles de standardisation du goût. Donc ça, c'est Oui. intéressant. Patricia, donc tu es de retour parmi nous. Moi, Ma question était la suivante. Est-ce qu'il y a des intrants qui peuvent gommer le goût du terroir? Ah oui. Tu veux t'exprimer sur le sujet? Mais les levures, déjà, les levures exogènes qui arrivent du commerce, oui, pour moi, elles modifient obligatoirement le goût, quoi. C'est rien que ça. Il y a ça, et puis après, après, on peut mettre plein de produits, hein. On peut acidifier, désacidifier, on peut mettre des tanins. C'est Il y a autorisé tout ça? Ouais, 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 D'accord. oui. Oui, Donc oui. on peut quand même jouer avec la structure du vin de façon à le modifier de manière considérable. Ah oui, on peut mettre même des arômes. Alors ça, je crois que je sais pas trop dans les cahiers, peut-être que non, là, dans les cahiers des mais bon, ça existe, hein. Des panoplies d'arômes qu'on peut ajouter aussi. C'est vrai que Pas forcément maintenant, dans les cahiers des charges d'AOP, par contre. ouais, alors ça, ouais, ça, je crois que non. Mais autrement, tout le reste, il y a vraiment une artillerie œnologique monstrueuse, quoi. Maintenant, trouver du mauvais vin conventionnel, normalement, c'est pas possible, quoi. Parce qu'il y a plein de moyens de rattrapage. Et au niveau de la Alors, standardisation du goût, justement. eh ben, c'est ce que ça induit, du coup. C'est que on perd vraiment en typicité. On n'a plus, parce que nous, du coup, on utilise les levures qui sont sur la peau du raisin. C'est là qu'en fait, il y a tous les micro-organismes qui vont être nécessaires à la fermentation. Et c'est eux qui amènent une typicité vraiment. Et c'est la notion de terroir, on la retrouve aussi à travers ça. D'accord. Merci, très bien. Je vais passer donc aux questions. J'ai une question de Léa. Est-ce qu'on peut préciser ce qu'est la sélection massale? Patricia, s'il te plaît. Alors, je ne suis pas hyper férue, mais en fait, l'idée, c'est de choisir sur le vignoble, de repérer les plants qui sont qui ont le meilleur comportement, quoi, qui sont moins sujets à la maladie, qui ont une jolie, de jolis raisins. Voilà, l'idée, c'est ça. C'est au départ, on choisit les pieds qui nous paraissent les plus jolis, les mieux portants, on va dire. Et après, c'est de là que le moment venu dans l'année, c'est quoi, en hiver ou ouais, en hiver, je pense. On prend des bouts de bois qui vont servir après pour la reproduction, pour faire des plants, quoi. Enfin, on va s'en servir de greffon. Parfait, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Juste, j'ajoute, parce que c'est la même chose avec le pain, hein. Je veux dire, on parle du levain naturel. Maintenant, bon, c'est tendance, c'est à la mode, mais c'est absolument absolument la même chose. On a aussi comment dire, savoir-faire qui est perdu, l'utilisation du levain dans la panification. Je ne parle pas des levains qui sont prêts à l'emploi, parce que bien évidemment, c'est une tendance, le pain au levain. Donc, on a aussi des bidons de levain déjà prêts ou des arômes, des exaltateurs d'arômes, entre guillemets, dans le pain qui donnent de l'acidité, etc. Chose qui, en fait, heureusement, le levain, il fait d'une façon naturelle et grâce aux levures et aux bactéries, lactobactéries qui sont contenues dans le levain et qui font fermenter notre pain. Et on a perdu aussi, comme tu disais aussi, les pains régionaux. En fait, malheureusement, dans une boulangerie, quand on arrive dans une boulangerie en France, dans toutes les boulangeries, il y a toujours les mêmes pains qui sont proposés. Et en fait, il y a une richesse de variétés de pains qui, en milieu urbain, on a perdu, peut-être encore en conserve dans un milieu rural, mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi aborder quand on parle de boulangerie maintenant, à nos jours. Très bien. Comme il n'y a pas d'autres questions, donc je vous remercie de votre attention